Salut, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire co-organisé par Caroline Mignot de Richmakers et l'incubateur HEC Paris. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je rappelle rapidement que ce webinaire sera enregistré et disponible sur les différents réseaux sociaux de Caro et la newsletter de l'incubateur HEC Paris. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Puis voilà, on est très heureux de vous avoir avec nous. Suivez la newsletter de l'incubateur, comme ça vous ne manquerez pas les prochains webinaires parce qu'on essaye d'en faire 2 à 3 par semaine, c'est beaucoup. Mais voilà, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous. Caro, merci à toi aussi de nous faire cette petite présentation qui durera, je rappelle, 45 minutes et ensuite on pourra lancer la partie questions-réponses. On espère répondre à toutes vos questions. Tu peux y aller. Merci à toi pour l'invitation, Lisa. Je suis ravie de te retrouver. On a mis du temps à le reprévoir, ce webinaire, donc très attendu. Ne rigole pas, j'ai mis un petit QR code. Je trouve que le QR code, ça revient. Ça a été boosté en termes d'adoption suite à leur partenariat avec le Covid. Donc, en tout cas, j'y crois de plus en plus. Là, il y a un renouveau. Donc, je vous ai mis un petit flash code pour ceux qui souhaitent, au terme de la présentation, m'envoyer un message pour recevoir la presse, rentrer en contact, prendre un café, échanger, visiter le site Richmaker ou mes autres activités. Donc, voilà, aujourd'hui, on va parler de lancer son business grâce au co-marketing. Merci Lisa, c'est validé. Et du coup, je vais vous livrer des techniques actionnables pour scaler, passer à l'échelle. Donc, tout de suite, on entame dans le cœur du sujet. Les collabs sont partout. Alors, les collabs, on se dit rien de nouveau sous le soleil, il y en a depuis des années, mais on observe quand même qu'il y en a de plus en plus et puis que surtout, les genres s'hybrident. Donc finalement, les marques du B2C avaient ouvert la voie au partenariat. Ça commence à arriver en force dans le B2B également. Et puis, on voit que les SaaS et les plateformes tech ne sont pas en reste finalement pour faciliter aussi l'adoption à leurs produits ou à leurs services. Donc, je vous ai mis sur la gauche la liste non exhaustive finalement de tous les bénéfices qu'une collaboration, un partenariat entre marques peut apporter, donc se faire connaître, booster ses ventes ou l'adoption, tester un nouveau marché pour certaines marques qui veulent notamment s'internationaliser à moindre frais et à moindre risque. On a aussi étendre le territoire de marque, donc là on a un exemple très probant, Thierry Mugler qui signe du coup un éclair avec Fauchon Paris. On va avoir bénéficié de preuve sociale, la preuve sociale d'une autre marque, c'est finalement le pouvoir de recommandation. On parle énormément d'influence marketing. Finalement, les marques sont aussi des influenceurs, ont également leur communauté, leur crédibilité, et donc ce sont des prescripteurs. On va pouvoir aussi développer de nouveaux canaux. Par exemple, si vous n'êtes pas très présent sur YouTube, vous allez pouvoir, pourquoi pas, faire une collaboration avec une marque qui a déjà une chaîne et une communauté bien lancée et bien implantée. Pénétrer de nouveaux circuits de distribution. Là, l'exemple, on l'a vu, se nourrir du Covid avec toutes ces initiatives de marques qui finalement se sont réorganisées pour pouvoir un peu continuer à distribuer leurs produits. Moi, il y a un bel exemple que j'adore, c'est Franprix et Emma notamment, mais on l'a vu pendant le Covid. Il y a eu également des Franprix Décathlon, il y a eu beaucoup de réseaux de distribution qui se sont hybridés pour pouvoir permettre de distribuer d'autres produits et aider d'autres marques. Il y a également donc renforcer ou diversifier son offre. Et là, ça va être en fait la partie co-branding. Pour les SaaS, par exemple, ça va être compléter son offre avec un autre produit ou service pour finalement ajouter une nouvelle brique et pouvoir renforcer son offre auprès d'une clientèle existante ou d'une nouvelle clientèle. Et puis, susciter l'événement. On le sait, les collaborations, on pense tout de suite à des marques comme Suprême, des marques qui font l'événement parce que forcément, ça permet un peu de renouveler le champ des possibles pour la marque, de redonner un souffle créatif, un souffle de renouveau à certaines marques comme par exemple La Redoute. C'est une marque qui fait sans arrêt des collabs parce qu'ils ont bien compris que quand on est une marque héritage, on doit continuer à confronter son univers, on doit continuer à se réinventer. Et puis, bien évidemment, diviser les coûts. Ça, vous êtes en général, si vous êtes là, c'est que vous faites partie d'une start-up, donc on le sait, les budgets sont limités, surtout quand on se lance. Donc, l'avantage d'une collab et d'un partenariat, c'est que ça peut permettre effectivement de diviser ses budgets par 2, donc potentiellement d'augmenter aussi son ROI. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et les collabs, là, vous avez des exemples de grandes marques, mais typiquement, si vous êtes une petite marque, vous pouvez vous servir d'une collab pour soit créer un bundle dans le cadre de votre campagne de financement participatif Ulule, par exemple. Qu'est-ce que c'est un bundle? C'est une offre groupée.
par exemple, une amie à moi qui se lance dans la food, qui fait une food, ça s'appelle Yancy, c'est de la food un peu alicament. Eux, ils se sont associés en fait pour faire un package groupé avec une marque qui s'appelle Les Petits Prodiges et qui va toucher la même clientèle qu'eux. Et l'avantage pour eux, en fait, c'est que eux, c'est une toute petite marque. Ils vont bénéficier de l'autorité des Petits Prodiges qui peut éventuellement communiquer également sur eux. Donc voilà, les partenariats, c'est pas que pour les grosses marques. Un autre exemple, si vous avez un shooting à faire, que vous êtes en lancement de projet. Moi, par exemple, je lançais une marque qui s'appelait Emma et Chloé. Typiquement, on fait du bijou. Pourquoi pas s'associer avec une marque qui fait du vernis à ongles, par exemple, une marque qui fait du sac à main ou des chaussures pour pouvoir diviser les frais de shooting et puis maximiser en fait l'impact derrière. Enfin, mutualiser les ressources et les infrastructures, ça part un peu du même constat. Les ressources, c'est quoi? Souvent, c'est le staff. Et puis, les infrastructures, je vous donnais l'exemple de YouTube. Chacun n'est pas libre de pouvoir demain acheter un studio pour faire une chaîne YouTube au propre ou lancer son podcast au propre. Donc, ça pourrait être, par exemple, bénéficier de l'infrastructure d'un partenaire existant qui aurait à disposition ces éléments-là. Ça peut être, par exemple, également, si vous n'êtes pas encore implanté en termes de réseau de distribution, vous associez à une marque qui a déjà un emplacement qui va vous permettre de faire un événement ou de louer, par exemple, une étagère pour pouvoir lancer votre produit, avoir un petit showroom. Donc voilà un peu, de façon encore une fois non exhaustive, tout ce que ça implique quand on parle d'une collaboration entre marques. Et puis il y a un nouveau modèle qui émerge aussi, qui est la coopétition. Et ça, c'est une initiative qui peut paraître assez surprenante, mais finalement, on est dans une ère tellement hyper compétitive qu'il y a quelques marques qui vont finalement ne pas hésiter à s'allier avec sur le papier des compétiteurs pour aller chercher ensemble l'ouverture d'un nouveau marché ou une nouvelle clientèle. Et là, il y a 2 exemples qui me viennent en tête que je vous ai mis sur la slide. C'est d'abord Fago, qui a réuni plus de 700 marques éco-responsables qui ont dit non au Black Friday, non au fait de rogner encore davantage sur leurs marges qui, pour certains, sont peu élevées quand on applique déjà des prix au plus justes. Et du coup, Fago a rassemblé un collectif pour mener des actions de communication croisées autour de cette campagne. Et puis, une campagne qui est sortie hier, Lisa, que j'ai prise sur LinkedIn. C'est la petite conférence de demain organisée par Grand Mercredi. Grand Mercredi, j'ai découvert, c'est une marketplace qui fait en fait qui vend plein de vêtements, d'accessoires éco-responsables à destination des enfants. Et Petit Bateau, qui est une marque de textile et également d'accessoires bien implantée, et eux, ils organisent ensemble la conférence de demain pour justement sensibiliser sur les enjeux de la seconde main, l'upcycling, tout ce qui est vêtements éco-responsables. Donc voilà, panel assez représentatif, somme toute, de ce qui se passe depuis maintenant plus de 5 ans dans la sphère de la collab. Et puis, finalement, on en parle assez peu, mais le partenariat, c'est le moyen idéal pour passer à l'échelle. Il y a un framework qui est Build by Build Partner qui a été défini en stratégie d'entreprise. Et en fait, donc, buy, c'est tout simplement acheter. Build, c'est construire. Donc, dans le cas d'une startup, acheter, c'est acheter des compétences, acheter une infrastructure, acheter des savoir-faire, acheter une autre entreprise, donc faire de l'acquisition. Build, c'est construire. Donc, ça va être moins des moyens, mais plutôt du temps et potentiellement des ressources. Et puis, partner, c'est le partenariat et il est souvent déconsidéré en gros, mais c'est un excellent moyen de passer à l'échelle tout en se mettant le moins possible à risque. Et au sein de ce framework, on parle beaucoup du partenariat, notamment si le marché est incertain, parce que finalement, c'est la dimension la plus agile du triptyque. C'est celui qui va vous permettre de faire le plus de choses possible en investissant le minimum de coûts et de ressources. Donc aujourd'hui, le partenariat, il souffre d'énormément de croyances limitantes. Et notamment, celle qui m'énerve le plus, c'est le fait que le partenariat n'a pas d'impact sur la croissance des revenus. Alors, je vous ai mis le lien d'une étude Forrester qui est très récente, donc 2019, et qui dit que 76% pour 76% des entreprises, les partenariats jouent un rôle majeur dans la croissance de leurs revenus. Aujourd'hui, il est également prouvé par cette étude de Crossbeam que les partenariats ont un impact mesurable. J'entends beaucoup, on ne peut pas traquer le partenariat. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas traquer un partenariat finalement? C'est parce que beaucoup de gens derrière le mot partenariat mettent les opérations de branding, des opérations finalement de notoriété qui sont, c'est vrai, difficiles à traquer. Alors, pas impossible. La semaine dernière, je recevais en live Nicolas Bory qui développe la marque Kellogg's. Et eux, ils ont fait des partenariats et ils disent qu'ils peuvent justement traquer le top of mind, donc
des grosses entreprises sont capables de traquer en fait cette notoriété. Mais voilà, en général, je pense qu'il y a une confusion à ce niveau-là. En tout cas, voilà, 93% des marques voient un impact mesurable, un, sur le revenu, deux, sur la pénétration d'un nouveau marché, la rétention, donc ça c'est aussi le nerf de la guerre en gros, la rétention, et du coup atténuer le churn rate qui est finalement le pivot des utilisateurs qui se désinscrivent à votre produit. Le marketing et la presse, la satisfaction client, parce qu'on en parlait, Lisa, le partenariat, la collab, ça permet vraiment de travailler son offre et de la densifier. Et puis voilà, valorisation du cours de l'action ou aucune de ces réponses dans 1% seulement des cas. Le problème qu'il y a, je pense, derrière le partenariat, ça, c'est extrait de ma data à moi, puisque finalement, on a très peu de data sur le sujet, et notamment en France. Moi, j'ai posé la question à ma communauté LinkedIn, comment est-ce que vous mesurez le succès d'un partenariat? Et sur 5000 respondents, j'ai eu des belles surprises. Donc, 82%, il n'y a aucun suivi. Donc, finalement, on a quelques éléments de réponse sur pourquoi le partenariat n'est pas traquable. Bah, tout simplement parce qu'apparemment, on ne le traque pas. 49%, c'est la feuille de calcul Excel. On pense qu'on peut apporter quand même des outils qui sont un petit peu plus intuitifs maintenant. Donc, c'est pour ça que moi, je développe Richmaker. Je vais vous en parler juste après. C'est mon produit et c'est la raison pour laquelle moi, je parle beaucoup de partenariat pour l'avoir beaucoup pratiqué et en avoir aussi beaucoup souffert. Et du coup, PRM, c'est Partnership Management System. Finalement, c'est ceux qui sont extrêmement bien outillés sur la partie partenariat. Mais c'est des outils qui sont très difficiles à utiliser et il faut limite 1 mois de formation pour pouvoir s'y former. Donc, nous, le but avec Richmaker, c'était pouvoir justement aller soulager la partie 82% qui ne traque rien et 49% qui passent par des feuilles de calcul, des choses un petit peu à la mano. Donc, on va faire une petite présentation en 3 parties. Ça va être assez bref sur chaque partie. La première partie, très actionnable. Comment est-ce qu'on fait pour identifier un partenaire? Ça, c'est 99% des questions que je reçois. Donc, on va voir les techniques et les outils pour aller chercher des partenaires stratégiques. Pas les partenaires de la machine à café, pas les partenaires au doigt mouillé, pas le partenaire de j'ai fait une balade en bateau avec un pote qui m'a parlé d'une marque cool. On va aller voir en fait comment est-ce qu'on trouve un partenaire à la hauteur de son business pour vraiment se développer. Ensuite, l'idée, comment est-ce qu'on trouve la bonne idée de partenariat? Donc ça, c'est également une question que je reçois beaucoup. Et tout simplement, il n'y a pas de, vous allez voir, il n'y a pas de secret. Pour aller trouver une bonne idée de co-marketing, c'est le même process que pour aller chercher une idée de marketing. Et enfin, le process, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'échelle une fois qu'on a réussi 1, 2, 3 partenariats? Donc, la première slide, tu la connais, Lisa, c'est un petit peu la technique de base. Moi, j'aime bien recommander une feuille et 3 colonnes avec un crayon à papier et vous allez tracer 3 colonnes. La première, c'est où est-ce que se trouve votre audience? Qui est-ce qui gravite autour de votre client idéal? Donc, ça, c'est pour identifier ce qu'on appelle les usages corollaires. Dans la première colonne, du coup, vous allez jeter tous les partenaires qui vous viennent en tête, qui gravitent autour de votre cible. Ensuite, dans la deuxième colonne, vous allez transvaser tous les acteurs de la colonne 1 qui finalement ont un culture fit avec vous. Qu'est-ce que c'est le culture fit? C'est le terme anglo-saxon culture. C'est vraiment la vision, les valeurs et votre process. Je vous donne un exemple tout bête. La marque La Redoute, dans sa colonne 2, elle va écrémer avec toutes les marques qui ne font pas d'angora parce que dans la culture d'entreprise de La Redoute, c'est très important de ne pas bosser avec des marques qui font de la fourrure ou de l'angora. Donc là, voilà, c'est un problème de culture. On va dire que si vous êtes une start-up et que vous savez que vous allez vouloir des partenariats avec beaucoup de vélocité, et bien tout simplement, voilà, là, vous savez que dans la colonne numéro 2, vous allez privilégier des entreprises qui vont avoir des process qui vont en adéquation avec la façon dont vous voulez travailler. Donc voilà, petit exemple tout bête sur qu'est-ce qu'on met derrière la notion de culture fit. Et enfin, dans la troisième colonne, vous allez transvaser tous les acteurs de la colonne 2, ceux qui ont déjà passé le premier filtre, et pour identifier en fait ceux qui ont des leviers qui vous complètent et qui vous renforcent. Par exemple, si cette année, vous voulez absolument vous démarquer sur la partie acquisition, allez chercher une marque qui a déjà fait ses preuves sur cette partie-là. Si vous voulez vous développer sur YouTube, allez chercher une marque qui a déjà en fait une communauté, des infrastructures ou peut-être des ressources qui vont vous permettre, des ressources, du coup, quand je dis ressources, ça va être par exemple un excellent speaker, des bons animateurs, donc des ressources humaines qui vont vous permettre en fait d'aller chercher ces opportunités. Donc ça, c'est la première méthode et vous vous dites, bon, bah, merci Caro, mais c'est quand même un peu à la mano tout ça. Je vous la présente quand même parce que dans un premier temps, ça peut permettre vraiment de dégrossir le trait.
Il y a un deuxième outil que j'adore qui est SparkToro. Et moi, notamment, je fais beaucoup d'inbound marketing. Je fais beaucoup de création de contenu. Et du coup, hop, ça a sauté à la slide d'après. Ok, super. Du coup, j'adore SparkToro. Pourquoi? Parce que SparkToro, c'est une espèce d'étude de marché en temps réel. Vous allez mettre votre mot-clé. Donc, moi, pour le coup, là, c'est partenariat, co-marketing. Vous allez indiquer où se situe votre audience. Et SparkToro, c'est une petite pépite. Il va vous permettre, en fait, d'aller chercher tous les canaux sur lesquels vous pouvez tous les canaux, pardon, les canaux d'autorité avec lesquels vous pouvez collaborer. Donc, on a, par exemple, les comptes YouTube qui cartonnent, les podcasts qui sont le plus écoutés. Il y a une catégorie qui s'appelle Hidden Gems qui va dire, OK, on vous dit finalement tous les comptes sociaux qui parlent le plus de votre thématique, dont l'audience est le plus intéressée sur ces thématiques-là. Mais il y a aussi finalement des petits acteurs. Si vous venez de vous lancer, ça peut être intéressant d'identifier des petits acteurs qui n'ont pas des énormes communautés, mais qui ont des communautés extrêmement engagées. Donc pour ça, pour moi, SparkToro, c'est une arme vraiment SEO massive également, puisque vous allez pouvoir collaborer avec des acteurs qui ont déjà une autorité avérée. Ensuite, donc l'outil que je développe, moi, c'est Richmaker. Et Richmaker, il est parti d'un constat tout simple. J'avais du mal à aller chercher mes partenaires. J'allais les chercher à la main, un à un. J'allais cartographier leur audience. Donc, j'allais croiser un petit peu qu'est-ce qui se passe sur leur page Facebook, qu'est-ce qui se passe sur leur page LinkedIn. Et j'allais cartographier tout ça à la main. Donc, telle marque, elle a 1 million de followers. Elle a 230 000 personnes sur Instagram. Et ça, c'est fastidieux, c'est pénible. Donc, moi, en fait, j'ai lancé Richmaker, qui est le premier moteur de recherche finalement du partenariat et qui vous permet d'aller cibler des marques avec lesquelles travailler selon des critères très précis d'audience, de type de partenariat recherché, le secteur d'activité, les réseaux sociaux, donc vos canaux d'acquisition. Et puis enfin, il y a une rubrique avec offre qui vous permet, si vous venez de vous lancer, de vous greffer à des campagnes existantes. Au lieu d'aller réinventer la roue et de vous dire, voilà, je commence par faire tout de suite une énorme stratégie de partenariat alors que j'en ai jamais fait, commencez finalement peut-être par vous greffer à des campagnes existantes pour analyser ce qui marche chez vous, ce qui ne marche pas, et puis monter en compétences. Donc voilà, l'idée derrière Richmaker, c'est de vraiment simplifier les 2 premiers points de touche du partenariat, la prospection, qui me correspond, et la connexion, rentrer directement en contact avec le bon décisionnaire, parce que ça aussi, c'est une vraie douleur dans le partenariat. Parfois, on passe par 4-5 intermédiaires avant d'avoir la bonne personne. Donc, sur Richmaker, vous allez pouvoir, par exemple, envoyer des charmes ou avoir une messagerie en direct pour échanger avec la personne en charge du partenariat sur la marque qui vous plaît. Et enfin, vous pouvez aussi poster une offre. Donc, aujourd'hui, nous, on a des marques comme Marionneau, notamment Fago, qui vont nous dire en fait merci, mais moi j'ai déjà une boîte partenariat qui est pleine à craquer, j'ai plein d'opportunités de collaboration, mon problème c'est de les qualifier et je n'ai pas les ressources nécessaires pour mettre un stagiaire à plein temps pour aller trier ses offres et partir un peu dans tous les sens. Donc ces marques-là, notamment je sais pas, Ibis, ils vont chercher un peu toujours les mêmes partenaires sur des axes qu'ils ont identifiés qui fonctionnent déjà. Donc sur Richmaker, vous avez la possibilité de poster une offre et du coup, au lieu d'être dans le proactif et d'aller finalement démarcher des partenaires, vous allez être dans le réactif et vous allez recevoir directement des offres qui correspondent à vos projets. On va passer à la partie numéro 2. Je ne sais pas, Lisa, si tu es bien sage pendant le webinaire. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette partie 1 dans le chat ou est-ce que ça va, je ne parle pas trop vite? Non, non, tout est OK. Il y a juste Harry qui vient de poser une question à l'instant. De ton expérience, as-tu le cas d'un entrepreneur qui a réussi à avoir une grande entreprise comme partenaire, entrepreneur à un stade early? Ouais, alors moi, je peux te donner pour le coup mon propre exemple. Quand on était chez Emma et Chloé, on développait une box de bijoux. Et en fait, donc Emma et Chloé, il y en a certains qui connaissent, c'est un double modèle. On a une box de bijoux que les gens reçoivent en fait tous les mois chez eux. Et on a également un site e-commerce marketplace où on développe notre propre marque et parfois les marques à l'époque, les marques également avec lesquelles on collaborait dans la box. Et alors, chez Emma et Chloé, on avait le même problème d'acquisition que tout le monde. La publicité, ça coûte cher. On faisait pas mal de pop-up stores, ça marchait bien, mais on ne pouvait pas en faire tout le temps. Et finalement, on s'est dit, on va aller chercher un gros partenaire box. Et en fait, on se rend compte sur la clientèle box, on se disait au début, on va aller chercher des gens qui aiment les bijoux. Et on s'était un peu trompé. En fait, il fallait aller chercher des gens qui aiment les box, puisque les gens aux US, donc ça, c'est le travail d'audit qui te permet de le déterminer, mais les gens aux US, en fait, ils sont abonnés jusqu'à 7 box.
Donc, tu vois, grosse population. Enfin, là-dessus, on a eu des surprises. Donc, déjà, premier conseil, bien identifier son marché quand tu veux faire un partenariat. Ça, c'est important, la période d'audit. Et puis après, on s'est dit, OK, qui est-ce qui a pignon sur rue dans le domaine des box et qui s'adresse à notre clientèle, donc féminine, un peu urbaine, tout ça. Et on a identifié Pop Sugar. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que pendant au moins 4-5 mois, on est allé discuter avec l'équipe de Pop Sugar et leur proposer différents types de partenariats. Et au final, on s'est mis d'accord sur une opération en commun qui était très profitable pour eux et pour nous. Nous, en fait, on avait une problématique de certains produits qui étaient invendus. Et du coup, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait profiter de Pop Sugar pour leur offrir à placer dans leur box des bijoux qui étaient chez nous des invendus. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que ce partenariat, on a pu, vu qu'on leur filait du produit, le coupler avec une autre action qui nous permettait aussi de développer notre communauté en ligne. Et du coup, on a organisé aussi un jeu concours ensemble qui nous a permis de promouvoir notre offre box. Donc, ce qu'on faisait, c'était que sur le site de Pop Sugar, sur chaque commande, les gens avaient la possibilité d'ajouter un produit Emma et Chloé. Donc déjà, ça nous a boosté vraiment notre partie brand awareness. Et puis, on a boosté aussi la partie engagement sur la partie réseaux sociaux. On faisait gagner, du coup, je crois que c'était 1 an d'abonnement à l'époque. Je te parle d'un partenariat qui a 3 ans. Mais du coup, on faisait gagner 1 an d'abonnement à l'époque. Donc, ce partenariat-là a cartonné. On a eu énormément d'emails. Je crois qu'on était autour de 15 000 nouveaux emails parce que quand tu fais un partenariat avec une grosse marque comme ça, bah, ça rapporte toujours énormément. Et puis, on a eu aussi beaucoup d'achats parce que notamment, lorsque les gens commandaient du coup un bijou Emma et Chloé sur la partie Pop Sugar, sur le site Pop Sugar, et ben, on poussait notre offre d'abonnement pour avoir la première box offerte. Et grâce à ça, en fait, on a pratiquement doublé notre MRR. Alors, il y a des utilisateurs qui ont churné après, mais en tout cas, on a eu énormément de premiers abonnements. Donc, ça nous a vraiment permis de faire connaître notre offre produit aussi. Donc, voilà, 3 points de touche en un seul partenariat avec un gros acteur. C'est bon? Tu es bien silencieuse, Lisa. OK, parfait. Je peux continuer. Très bien. N'hésitez pas si je parle trop vite, parce que parfois, c'est mon défaut. Je suis un petit peu trop excitée par mon sujet, donc j'ai tendance à parfois… Mais non, tu es parfaite. Bon, bah, parfait. Très bien. On passe à la partie idée. Donc, j'adore cette citation. Pareil, je vous ai mis que des citations assez récentes. Elles peuvent surprendre, mais aujourd'hui, du coup, on a le magazine… Enfin, aujourd'hui, il y a 2 ans, on a le magazine Forbes qui nous dit « Les partenariats, il n'y a rien de nouveau. » Mais le concept de partenariat comme étant le 3e canal d'apport de revenus, finalement, ça, c'est nouveau. Et il met ça à côté, finalement, du sales, de la vente et du marketing. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant et c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment sans qu'on mette vraiment des mots dessus. Il y a de plus en plus de gens qui vont recruter des partnership managers et au début, on se disait, on ne sait pas trop où les mettre. Est-ce qu'on les met avec la vente? Est-ce qu'on les met avec le marketing? Eh bien, je pense que dans le futur, le partenariat, ça va être vraiment un axe majeur et qui va être développé au sein d'un département au même titre que la vente et que le marketing. Les actions de co-marketing, elles sont nombreuses, mais pour pouvoir les simplifier et pour pouvoir faire des matchs sur la plateforme Richmaker, eh ben, il a bien fallu les regrouper en plusieurs parties pour qu'on puisse un petit peu mieux voir de quoi ils retournent. Dans un premier temps, les jeux concours. Donc ça, c'est rien de nouveau. Je pense que tout le monde connaît cette dynamique-là. On va avoir également le média. Qu'est-ce qu'on met derrière le média? Souvent, c'est l'échange de visibilité entre 2 acteurs. Ensuite, on a le programme de fidélité. Donc, le programme de feed, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais je pense que tout le monde voit à quoi ça correspond. On va avoir une marque, par exemple, Marionneau, qui a pour problématique d'aller un peu événementialiser sa communauté, de leur proposer en fait des avantages exclusifs. Et on va avoir une autre marque, par exemple, une petite marque. Donc, nous, on a par exemple sur Richmaker, Tier Mobility. C'est une marque de trottinette. Et eux, ils font beaucoup de partenariats avec notamment des néobanques. Pourquoi? Parce qu'en étant une toute petite entreprise, en rognant sur leur marge, qui correspondrait un peu au coût d'acquisition si vous faites de la pub, en rognant sur votre marge, eh ben, vous avez la possibilité d'offrir à un partenaire, en fait, d'ouvrir votre produit à potentiellement des milliers d'utilisateurs. Et du coup, vous vous y retrouvez en termes de coût d'acquisition et vous, ça vous permet vraiment potentiellement de passer à l'échelle. Donc, Tier Mobility, ils font beaucoup de partenariats avec des néobanques. Et l'idée, c'est que tous les inscrits au service Vibe, par exemple, qui sont des abonnés Richmaker aussi, tous les inscrits au service Vibe, ils vont pouvoir avoir un prix préférentiel sur leur abonnement Tier Mobility. Donc voilà, ça c'est un exemple sur le programme de feed. Le co-branding, vous le connaissez sur la partie
B2C, évidemment, et ben, il y a aussi du co-branding en B2B. Lisa, tu recevais Benoît Dubos. Benoît, il a par exemple pour moi fait un co-branding avec l'agence du coup Conquistador, qui est une autre agence grosse à celle qui développe Scalesia. Et en fait, ils font des bootcamps grosses. Donc finalement, ils ont réuni leur offre, ils ont réuni leurs forces pour créer une offre en commun. Donc ça, pour moi, c'est un co-branding puisque c'est un package qui est co-signé Conquistador et Scalesia. Donc, il y a beaucoup d'agences qui font ça, notamment avec la période Covid, qui a beaucoup fragilisé les agences. Donc, on peut faire du marketing, du co-marketing aussi quand on est une agence. Les événements, donc ça, je pense que vous les connaissez, vous en voyez beaucoup passer. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un co-événement Richmaker, incubateur HEC. Vous voyez aussi de plus en plus de conglomérats finalement de marques qui font de la coopétition quelque part, qui sont dans la même thématique, par exemple le SEO, et qui vont organiser ensemble le sommet du SEO en se disant, bah voilà, on va croiser nos leads, on va croiser notre visibilité, maximiser notre impact, et du coup, chacun, en fait, finalement, se spécialise sur une verticale, et il y a de la place pour tout le monde, et on se renforce plutôt qu'on se cannibalise. Ensuite, il y a la partie distribution. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est l'hybridation retail que tout le monde voit, la partie concept store, la partie pop-up store, le fait qu'aujourd'hui, on puisse avoir plus de mobilité dans notre gestion de la distribution. Moi, j'espère que demain, via la plateforme Richmaker, vous allez pouvoir tester un nouveau marché en envoyant un peu de marchandises à un pop-up store aux US pour pouvoir voir comment ça répond à New York, commencer à rencontrer des éditeurs sur place. Ça vous fait un petit showroom et puis ça vous permet à moindre risque de tester le marché et l'attraction que vous avez. La partie contenu, alors ça c'est pareil, là sur Richmaker, ça explose en ce moment, notamment les articles invités qui vous permettent en fait de faire rentrer un maximum de contenu sur votre site, c'est-à-dire un maximum de nouveaux trafics potentiels, mais également une vraie valeur SEO. Et l'idée, voilà, c'est d'aller proposer à d'autres partenaires de faire des articles invités. Soit vous croisez vos forces, soit vous le faites dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, le contenu, que ce soit des podcasts, des articles, des lives, ça explose également sur la plateforme. L'affiliation. Dans affiliation, je mets plein de choses. Pour le coup, je faisais un live il y a 2 semaines avec Iconoclast, donc j'ai beaucoup plus détaillé cette partie-là. Dans affiliation, en fait, c'est pas forcément l'affiliate marketing, au terme où toi et moi, on peut l'entendre, Lisa. Moi, je mets tout ce qui est commission-based, donc revenu à la commission. Et finalement, ça peut aussi regrouper l'apport d'affaires, voire le couponing, parce que j'en ai aussi sur ma plateforme. On parlait du commerce des box juste avant. Moi, j'ai des marques qui vont dire, bah voilà, moi, je te mets un coupon de réduction avec ce code dans ta box et toi, tu m'en mets un. Voilà, par exemple, on a Kitok, qui est abonné Richmaker, qui fait ça très, très bien. Eux, ils sont très offensifs sur le partenariat. Ils ont bien compris que c'était un axe de développement majeur. D'ailleurs, je les recevrai bientôt dans un live. Et ils font beaucoup, justement, de couponing. Ça, pour moi, je mets ça dans l'affiliation. Et ensuite, on a le sponsoring. Donc, derrière sponsoring, voilà, on le sait, souvent, ça va être encore une fois, de l'échange de visibilité. Donc, il y a une marque qui paye, donc qui apporte potentiellement de la trésor, et une marque, du coup, qui apporte de la visibilité. Mais parfois, on n'est pas obligé de payer. On peut aussi apporter une ressource. Typiquement, il y a beaucoup de sponsoring avec des médias. Et qu'est-ce que ça va vous apporter de faire sponsoriser votre événement par Europe 1, par exemple ? Potentiellement, de la visibilité aussi via une action de communication croisée, et potentiellement, pourquoi pas, des ressources, un speaker de Europe 1 qui viendrait animer et faire finalement un vrai métier qui coûte cher aussi parfois à sourcer. Donc voilà, derrière le sponsoring, finalement, c'est pas toujours que bête et méchant, je mets un billet et j'ai de la visibilité. Il y a aussi d'autres trocs qui sont à l'œuvre et qui peuvent être intéressants. La vérité derrière une action de co-marketing qui fonctionne, c'est qu'en fait, on n'en fait pas qu'une seule. On essaye, comme dans une action marketing, il faut raconter une histoire, il faut diversifier les points de touche pour maximiser son impact. Donc voilà, n'hésitez pas à aller d'un partenariat à l'autre. Nous, ce qu'on dit beaucoup sur la plateforme, c'est que finalement, si c'est pour avoir des gens qui viennent juste faire 10 jeux concours avec 10 partenaires différents, ça ne sert à rien. Ça va tuer leur marque. Nous, on essaye vraiment de densifier l'approche partenariale et de dire à une marque, faites plutôt 4 ou 5 points de touche avec le même partenaire et essayez de regarder ce qui fonctionne pour justement commencer à automatiser tout ça, le standardiser, au lieu de partir dans tous les sens et faire des coups d'épée dans l'eau. Une question qu'on me pose beaucoup, c'est comment trouver une idée de co-marketing pour mon business. Et cette question, j'ai beaucoup de mal à y répondre. Pourquoi ? C'est parce que c'est comme si on arrivait en vous disant, est-ce que tu aurais une idée de marketing pour mon business ? En fait, vous seul pouvez savoir quelles sont les actions qui sont stratégiques à mener. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que là, je vous propose une petite matrice qui va vous prémâcher un peu le travail. Et finalement, quels sont les types d'actions co-marketing qu'on peut faire selon les objectifs ?
Donc, moi, je recommande toujours de faire un objectif à la fois parce qu'on connaît tous le partenaire qui arrive et qui nous dit, bah, moi, je veux tout. En fait, je veux à la fois développer mon autorité, je veux driver de l'engagement sur mon social media, je veux faire de la visibilité et puis aussi, bah, je veux récolter un maximum d'emails et puis faire des ventes en direct. Non, on commence par un seul objectif, un seul key métrique et après, de toute façon, votre façon de diversifier les points de touche va faire que vous allez normalement, par un effet longue traîne, apporter d'autres bénéfices à votre partenariat. Mais voilà, selon ce que vous avez envie de développer, donc l'acquisition de leads, ça va être aller chercher de la data que vous allez nurturer après, faire rentrer dans votre funnel de vente. La vente, bah là, je mets vraiment tout ce qui est vente en direct, c'est-à-dire bah, faire du chiffre très vite. Et puis, la partie brand, pour moi, elle est un peu tripartite. Il y a la partie visibilité, donc avoir plus d'impact. Il y a la partie autorité. Donc là, c'est si vous vous mettez avec un partenaire. Par exemple, moi, je suis très, très fière de faire un partenariat avec l'incubateur HEC parce que je sais qu'il y a des super startups. Donc, pour moi, en fait, ça m'apporte vraiment de l'autorité de faire ce webinaire avec vous. Donc ça, voilà. Là, avec Lisa, on n'est pas tellement en train de dire on va chercher du volume. On est en train de se dire bah, on a des visions qui se rassemblent. On aime toutes les deux ce qu'on fait. Donc, on va chercher plutôt un objectif d'autorité. Et puis, il y a aussi l'engagement. Et l'engagement, ça va être finalement, bah, quand on fait un partenariat, on va aussi chercher à dynamiser sa communauté existante et du coup apporter un petit peu plus de fraîcheur sur nos réseaux, événementialiser un peu sa communication, comme disent les consultants en consulting. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu à chaque fois les points de touche type par type d'objectif. N'hésitez pas si vous avez des questions. On ne va pas les détailler ici parce que je me suis promis de rentrer cette fois dans ma tranche horaire. Mais du coup, voilà, on va passer au process, parce que le process, c'est très important. C'est la partie, en fait, qui va vous permettre de scaler. Le gros défaut des partenariats, c'est qu'en général, on fait ça un petit peu à l'huile de coude. Et comme on l'a vu d'ailleurs, du coup, on ne traque pas forcément. On fait ça un peu à l'impro. Moi, j'entends beaucoup de partenaires qui me disent, bah, en général, on s'arrange et puis on se dit qu'on verra au fil de l'eau. Non, bah, le problème, c'est que souvent, quand on fait des opérations à l'impro, à part si on a énormément de talent et énormément de chance, ça ne marche pas. Donc, moi, je suis une adepte de la méthode, du process et du travail. Donc, encore, vous allez vous dire, mais elle l'a poncé cette étude Forrester. Encore une citation de l'étude Forrester. En fait, il n'y a pas beaucoup, malheureusement, d'études qui ont été faites sur le partenariat et d'études récentes. Et du coup, moi, je suis en train, via Richmaker, c'est à la fois ma stratégie d'acquisition et à la fois en fait ce qui me permet de moi comprendre comment construire mon produit. Je suis en train de créer beaucoup de contenu et de recenser beaucoup d'informations et de data pour comprendre en fait là où est le marché du partenariat aujourd'hui en France. Mais en attendant, malheureusement, j'ai que des chiffres US, mais c'est des chiffres qui sont quand même assez probants et notamment cette citation qui nous dit c'est pas une citation, pardon, c'est une étude qui nous relève comme apprentissage les compagnies qui ont les programmes de partenariat les plus matures vont driver deux fois plus de croissance de revenus et vont être 5 fois plus à même j'arrive jamais à faire des traductions en live, c'est lamentable, et vont être 5 fois plus à même de dépasser leurs objectifs sur tout un tas, donc c'est ce qu'on se disait, la valeur de longue traîne, sur tout un tas d'autres métriques clés. Donc en fait, ici, on voit que finalement, faire des partenariats, c'est bien, mais avoir une vraie stratégie de partenariat, c'est ça qui va vous permettre, c'est ça la clé, c'est ça qui vous permet en fait de passer à l'hypercroissance. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on passe à l'hypercroissance et ça passe par comprendre pourquoi déjà est-ce qu'on rate un partenariat. Avant de vous lancer, renseignez-vous sur pourquoi est-ce qu'un partenariat rate, où est-ce que le bas blesse finalement en partenariat, ça va vous permettre de vous prémunir. Et du coup, ce n'est pas une étude de l'Institut Forrester. On a l'Alliance Best Practice qui nous dit, du coup, dans la plupart des cas, c'est un manque de confiance. On a aussi un manque de vision commune. On va avoir souvent, on a ça en France, on est beaucoup des latins là-dessus. On a toujours tendance à avoir peur de se faire avoir. Donc, souvent, ça crée une ambiance pas terrible dans les partenariats. Et puis, il va y avoir du coup problème d'alignement en termes de culture. Donc là, encore une fois, c'est le culture fit dont on parlait précédemment. Et puis, un governance model. Donc là, on est sur de l'opérationnel. Donc, vous voyez ici, finalement, ce qui se distingue dans les manquements du partenariat, c'est des objectifs pas bien définis en amont. De deux,
un opérationnel qui part un peu en autre boudin, et de 3, du coup, un opérationnel qui a été mal défini, et du coup, il y a un des deux acteurs qui se sent un petit peu plus lésé par rapport à un autre. Donc voilà, l'idée, c'est de se mettre bien au clair avec les objectifs en amont quand on choisit son partenaire, contractualiser pour être sûr qu'on attend la même chose du partenariat et faire en sorte que ce soit juste pour tout le monde. Et enfin, bien gérer son opérationnel avec 0% d'impro si possible pour être sûr que justement ce soit bien cadré du début à la fin. La première étape, c'est d'aller chercher un partenaire, et je pense que c'était ça le sens de ta question tout à l'heure. Finalement, c'était aussi comment est-ce qu'on fait pour bosser avec un gros partenaire quand potentiellement on est à une petite boîte. Moi, l'erreur la plus commune que je vois autour de moi, c'est la même qu'en prospection. C'est que finalement, aujourd'hui, pour closer un contrat, on dit qu'il faut 5 points de touche en prospection. Et ben, c'est pareil pour le partenariat. Pourquoi ce ne serait pas pareil pour un partenariat? Aujourd'hui, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est ce qu'on se dit, ah bah oui, je lui ai envoyé un message, il ne m'a pas répondu. Ben non, il ne faut pas envoyer un message, il faut envoyer 5 messages. Et je vous ai mis là, au niveau de la première approche, 2 petits points gris, parce que ça, c'est aussi une petite dinguerie du partenariat. C'est qu'en plus, souvent, la personne que vous allez approcher, sauf si vous avez la chance d'être sur Richmaker, ça ne va pas être la bonne. Du coup, il va y avoir un rebond. Et en général, dans le premier message de prospection, moi, je recommande vraiment de dire quelle est la bonne personne que vous me recommandez pour ce sujet, parce que c'est très, très rare en partenariat que vous ayez la chance de tomber tout de suite sur le bon interlocuteur. Donc voilà, on ne lâche pas l'affaire. Moi, je vous ai mis des petits templates qui sont accessibles sur ce Bitly, qui sont en fait des templates tout faits. Honnêtement, je n'ai pas réinventé la poudre. L'idée, c'est que ce soit générique et que vous puissiez juste mettre le pied à l'étrier très vite. On le sait, partir d'un modèle, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et je vous ai mis un petit peu l'accroche type. Premier contact avec un partenaire, premier contact sur recommandation avec un partenaire, le follow-up et le kick-off mail qui va être celui en fait juste après le premier appel. Ok, on enclenche le projet, voilà comment on commence. Et du coup, je vous ai mis les templates types. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la prospection de partenaires, vos partenaires, ils sont tout aussi sollicités que vos clients. Un partenaire, c'est potentiellement des milliers de clients. Donc, faites un effort dans la prospection. Ça vaut le coup de s'investir et de faire plusieurs relances et de proposer des choses qui sont concrètes. C'est les mêmes règles que quand on va approcher un prospect. Ensuite, la partie projet, la partie opérationnelle. Donc, celle-là, on l'avait déjà vue ensemble, Lisa, mais pour moi, c'est le nerf de la guerre. L'opérationnel, on l'a vu, c'est en majorité la raison pour laquelle un partenariat foire. Dans un premier temps, bien définir ses objectifs et les métriques à traquer ou à craquer. Ça, les deux sont utilisables. Quand on parle de métriques, encore une fois, on ne va pas chercher, là, vous êtes sur des opérations avec un ou plusieurs partenaires, on ne va pas chercher à traquer l'ouverture des emails, la vue sur la landing page, machin. Prenez une seule métrique clé qui va être un peu votre North Star métrique, et puis après, traquer d'autres choses. Mais voilà, si vous travaillez avec un partenaire, pas plus de 3 métriques, pour moi, c'est la clé si vous ne voulez pas commencer à partir dans tous les sens et pas avoir de bons apprentissages au terme de votre partenariat. Ensuite, cartographier les ressources, les leviers et les parties prenantes. Ça, c'est la période où on contractualise. Super important de contractualiser. Je vous ai mis dans les règles d'or à la fois les actions pour être sûr que ce soit faire pour tout le monde et que tout le monde ait bien compris la même chose, parce que ça, on sait, en fait, mettre les choses sur papier, ça sert. Et puis également, une solution d'exit. Pourquoi? Parce que ça peut arriver que vous deviez arrêter un partenariat en cours de route. Il faut vous prémunir, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de répercussions. Et puis également, finalement, comme un contrat de mariage, se mettre d'accord sur la façon dont on se sépare. Parfois, c'est la meilleure façon de commencer une union. Donc ici, on va cartographier les ressources. On va dire, en fait, qu'est-ce que je mets sur la table? Tu as adoré cette image, Lisa, je t'ai vu sourire. Qu'est-ce que je mets sur la table? Qu'est-ce que mon partenaire apporte? Vous allez voir tout à l'heure que moi, j'ai développé un outil pour pouvoir simplifier cette partie-là, qui est parfois, en plus, nous les Français, on a souvent du mal à parler dessous, à tirer un peu la couverture vers nous. Donc, souvent, les partenaires ont du mal à négocier et puis, du coup, ils négocient un truc qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord et c'est de pire en pire tout au long du partenariat. Donc, cette partie-là, pour moi, elle est cruciale. Ensuite, rétro-planning des actions, préparation des supports. Là, rien de nouveau sous le soleil. Vous connaissez cette partie-là. C'est la même chose qu'une action marketing. Process de mise en commun, super important. À quelle fréquence vous communiquez et comment. Et on ne se dit pas, oui, on s'appelle pendant le partenariat. Ça marche chez personne. Si on fait un partenariat sur 3 jours, on s'appelle tous les jours
ou une fois toutes les 3 heures. Si on fait un partenariat sur 1 mois, on s'appelle une fois par semaine. Si on fait un partenariat sur 6 mois, peut-être que c'est une fois par semaine le premier mois et puis après, on échelonne une fois par mois. C'est encore une fois, je ne peux pas être trop générique parce qu'on parle, vous avez vu, d'actions qui sont vraiment larges. Mais voilà, très important aussi, les KPIs que vous avez prévus en début de partenariat, traquez-les sur toute la durée du partenariat. Pourquoi? Parce que autant je vous dis, pas d'improvisation, autant c'est très important de piloter ces métriques et d'avoir un œil sur les chiffres dès le début parce que ça peut vous permettre de pivoter. Donc là encore, le process de mise en commun, il vous permet de réajuster déjà si vous voyez des choses qui ont marché ou pas et de pouvoir en fait vous ajuster. Donc pas d'improvisation ne veut pas dire pas de changement, bien au contraire. La partie reporting, elle va être finger in the nose si vous avez bien suivi les étapes d'avant, c'est-à-dire bien défini la façon dont vous traquez les métriques, qui traque les métriques, comment et pourquoi. Et puis, la partie la plus importante, c'est pour ça que je lui ai mis une petite couronne, la partie retour d'expérience. En général, quand un partenariat se passe mal, il n'y a pas de retour d'expérience. Pour moi, c'est une aberration. Parce que si vous ne faites pas de retour d'expérience, votre partenariat n'a servi à rien. Et pour moi, c'est là où c'est un échec. Il faut absolument que votre partenariat il vous livre des apprentissages sur ce que vous avez fait qui n'a pas marché ou pas. Pour moi, ça, c'est la base de passer à l'échelle en partenariat parce que ça vous permet de documenter. Et documenter, c'est la première étape de standardiser. Et standardiser, c'est la première étape de automatiser. Donc voilà, très important. La dernière partie, règle d'or, se donner à fond. Vous avez vu, l'humain, c'est important dans le partenariat. Il faut avoir la patate. Commencez pas à compter les points de qui a mis quoi dans la balance. C'est comme en relation humaine. Donnez-vous à fond. Commencez par donner et puis c'est sûr que vous allez recevoir. Il y a un effet de l'entraîne, il y a un effet de karma. Mais en tout cas, voilà. Soyez pas dans la défiance avec votre partenaire. Il faut que vous ayez la patate et que vous ayez envie de communiquer avec lui le plus possible. C'est ça qui va faire réussir votre alliance. La partie contrat, je t'en ai parlé tout à l'heure, Lisa, et je t'ai dit c'est un peu un enfer. Moi, la première, j'ai tout le temps du mal à closer mes contrats. Le moment où il faut négocier, je trouve toujours qu'il y a une ambiance de merde. Donc, pour résoudre cette douleur, on lance un outil qui arrive à la fin du mois et qui s'appelle le Rich Calculator. L'idée, c'est qu'en fait, depuis Richmaker, tu vas pouvoir mettre ta marque, ton partenaire et tu vas pouvoir voir comment est-ce que finalement vous êtes positionné en termes d'audience, soit qui met quoi dans la balance. Donc, vous allez voir que vous vous compensez parfaitement. Soit il y a un des deux partenaires qui apporte potentiellement plus de visibilité ou plus d'engagement. Et du coup, l'idée, c'est d'aller lui dire peut-être que tu peux mettre autre chose dans la balance. Par exemple, prendre en charge le coût de l'opération sur tel support. Par exemple, nous décharger sur cette partie-là. Donc, en fait, pour moi, ça, c'est crucial parce que pourquoi on arrive mal à tracer nos partenariats, à monétiser à négocier nos partenariats, c'est parce que souvent, on ne sait pas trop comment monétiser ce qu'on a. Et autant ça existe dans l'influence, ces outils-là, autant ça n'existe pas chez les marques. Et moi, mon postulat, c'est de dire les marques sont des influenceurs, les communautés des marques sont monétisables. Et tu vois, tous les jours, moi, j'ai des partenaires comme Mariono qui a 2 millions de bases de données email et qui me dit je ne sais pas trop avec qui je pourrais travailler, j'aimerais bien faire un jeu concours sur Instagram, mais tu penses que ça va intéresser des gens? Oui, ça intéresse des gens. Votre audience, elle coûte de l'argent et elle mérite d'être monétisée à sa juste valeur. Et enfin, ça, ce sera pour août. Ce que je vous présente là chez Richmaker, c'est plus finalement une plateforme de mise en relation. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est être un SaaS. Et comment on va réussir à devenir un SaaS? Parce qu'on est en train de devenir un incubateur du partenariat. On est en train de regarder tout ce qui se passe en fait auprès de nos acteurs pour voir ce dont vous avez besoin, les partenariats qui cartonnent. On le documente au maximum et c'est comme ça qu'on nourrit notre communauté et qu'on va chercher aussi de nouveaux membres. Et du coup, on veut créer un dashboard qui va vous simplifier le partenariat, qui va vous simplifier vos actions de co-marketing. Vous allez pouvoir avoir tout au même endroit, au même moment et même avoir un espèce de hub qui vous permettra de traquer en fait vos métriques communes, puisque pour l'instant, rien de nouveau sous le soleil. Effectivement, le fichier Excel, si vous bossez à 2 partenaires, il n'y a pas de vraie bonne solution. Donc, Richmaker, ce sera la première solution pour pouvoir en fait avoir au même endroit un tel a ramené tel nombre de leads, un tel a ramené tel nombre de leads, il y a eu tel nombre de ventes déclenchées. Et puis, pareil, tous les petits points de touche qui sont quand même la gangrène du partenariat, qui nous font perdre du temps et de l'énergie. Machin a envoyé la newsletter, c'est bon, l'email est parti. En fait, là, il y a une to-do et tout le monde est notifié en temps réel sur toute la durée de vie du projet. C'est canon.
Voilà pour moi. Et du coup, je vous ai remis mon QR code. J'essaie vraiment de le relancer, celui-là. Et puis, vous pouvez me retrouver. Déjà, si vous faites des partenariats, moi, ça m'intéresse de les documenter. C'est un schéma à double entrée où nous, on met en avant pas du tout les membres de la communauté Richmaker. Tous les gens qui savent tout simplement bien faire du partenariat, on leur propose de participer au live du co-marketing. Mon prochain live, ce sera dans une semaine avec la directrice com de LinkedIn qui va nous parler de leur partenariat média, notamment avec BFM ou Le Monde. Et voilà, l'idée, c'est si vous avez des partenariats intéressants à mettre en avant, écrivez-moi, ce sera avec plaisir. Et vous me retrouvez tous les jours sur Clubhouse, 9h, 9h30. On fait une room acquisition où on traite de vos problèmes d'acquisition en temps réel. Et puis enfin, sur Richmaker, puisque nous, on se développe aussi nous-mêmes via le partenariat, via notre propre plateforme. C'est canon, c'est trop forte.